Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Olivier Mazerolle. Vous rentrez du Portugal, j'imagine, avec des rêves plein la tête, parce que dans ce pays, les socialistes gouvernent avec l'appui des communistes et du bloc de gauche. Ça doit vous donner des idées pour la France, évidemment. Avec Yves Tréhard du Figaro et Christophe Jacubicine de LCI, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Je faisais donc allusion à ce rassemblement de gauche au Portugal. Vous essayez de faire la même chose en France, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon vous dit qu'il ne veut pas suivre un corbillard. Vous avez décidé de vous voir cette semaine, mais vraiment, ça va être utile. Vous avez des choses à vous dire? Écoutez, on ne peut pas à la fois considérer qu'il y a une urgence démocratique, sociale, écologique à tourner une page, à prendre en compte la transition qui est celle du travail, à prendre en compte la transition nécessaire de notre modèle de développement et ne pas tout mettre en œuvre pour que ce rassemblement se fasse. Moi, ma priorité, elle ne consiste pas d'abord à parler aux appareils, même si je les respecte et même si je respecte évidemment les autres candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Elle consiste à parler aux électeurs de gauche et à tous les électeurs français. Mais au-delà même des formations politiques, aux grands réseaux qui sont ceux de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'exclusion, aux grands réseaux dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'éducation, pour leur dire qu'il n'est pas possible que la gauche soit absente du second tour de l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'assister passif à un second tour entre la droite, qui est une droite dure, et l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle je serai tenace, têtu. Je respecte les égos, ils existent, j'en ai moi-même un. Mais ce que je veux, c'est rassembler les électeurs, les hommes, les femmes. Et si la dynamique se confirme, vous verrez, elle parviendra à vaincre bien des réticences. Alors moi, j'ai une suggestion à vous faire, puisque la date limite pour le dépôt des parrainages et donc des candidatures, c'est le 17 mars. Est-ce que vous ne pourriez pas aujourd'hui nous dire que on regarde le 15 mars qui est nettement en tête par rapport à entre vous et Jean-Luc Mélenchon, et celui qui est derrière se désiste pour qu'il y ait une chance, vous venez de le dire, que la gauche soit au second tour? Écoutez, il faudrait encore que les règles soient acceptées par tous. Est-ce que vous, de votre côté, vous accepteriez ça cette peut règle-là? pas être une affaire comme ça d'arrangement autour de celui qui serait le mieux placé. Moi, je respecte parfaitement ce qui est la démarche de Jean-Luc Mélenchon, celle de Yannick Jadot, celle des communistes, celle des radicaux de gauche. Oui, mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, dans la lettre qu'il vous a adressée, en gros, il vous dit « Tu prends mon programme et je suis le candidat ». Voilà, il a posé des conditions qui sont des conditions fortes. C'est vrai que si on fait du covoiturage et qu'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement le covoiturage dans ces conditions-là. Mais moi, je considère aujourd'hui que je dois me placer au-dessus de cela. Pourquoi? Parce que j'observe qu'il y a en France, et Jean-Luc Mélenchon le sait, Yannick Jadot le sait, tout le monde à gauche le sait, une pauvreté extrêmement forte, des inégalités qui augmentent, de la violence dans la société française, du désordre. Mais non, mais attendez, c'est pour ça que je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est pas pour Christophe est bonne. Non, mais je veux dire simplement, c'est que c'est pour cela, moi, que je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est pas pour bricoler quelque chose, un rassemblement. Mais vous êtes entre candidat appareils. aussi Et pourquoi pour que la j'étais au gauche soit au Portugal second tour, vous venez de le dire. Oui, mais pourquoi j'étais au Portugal? Parce que au Portugal, en dépit de tous les pronostics, António Costa, Premier ministre socialiste portugais, réussit un rassemblement avec toute la gauche. Alors, ils sont, les Portugais d'ailleurs, assez lucides sur le caractère un peu parfois difficile de ce rassemblement. Ils l'appellent brinque-ballant. Alors, j'ai plus le mot en portugais en tête, mais ils sont assez lucides sur la difficulté qu'il y a à construire le rassemblement. Mais ils l'ont réussi et obtenu. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils considéraient qu'il fallait tourner le dos aux politiques d'austérité qui avaient mis à terre le Portugal. Moi, je considère aujourd'hui que devant le péril, la gravité d'une arrivée au pouvoir possible de Marine Le Pen, nous ne pouvons rien mettre de côté de notre énergie, de notre ténacité pour réussir le rassemblement de la gauche. Ça, ce sont des phrases. Très bien, les Portugais ont réussi. Alors, il y a Mélenchon d'un côté, puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui sont plutôt dans la mouvance de Manuel Valls. Il y en a un ici d'ailleurs, Luc Carmounas. Et ils sont pas contents. À la réunion de groupe de l'Assemblée nationale mardi, ils ont tapé du pied. Ils étaient vraiment pas contents. Ils sont pas contents sur une mesure. Tiens, ça va vous permettre de répondre. Sur ce que vous avez appelé le 49.3 citoyen. Ils sont vent debout contre cette disposition qui consisterait à autoriser 500 000 Français à proposer, à faire une proposition de loi et à contraindre d'une certaine façon le pouvoir législatif à se prononcer sur ce sujet.
Bon, je vais parler de cela, et en parlant de cela, je vais parler du rassemblement Voilà. oui, des socialistes, puisque D'accord. on n'est pas en sous-écurie, on a adhéré tous au même parti. J'entends bien. Il a une histoire dans laquelle on se reconnaît et des valeurs semblables. Après, on peut leur donner, selon nos cultures, une traduction différente, mais ces cultures, elles nous ont amenés à conquérir le pouvoir, à fixer des grandes heures de la gauche et de ce pays quand nous avons fait dernièrement les 35 heures, quand nous avons fait le revenu minimum d'insertion, la CMU, et tout ça, nous l'avons en partage. Mieux, ces cultures-là n'étaient pas incompatibles avec la culture communiste, la culture de la gauche radicale parfois, et la culture écologiste. Et moi, je n'aspire qu'à une chose, c'est qu'à nouveau, ces cultures-là se parlent et travaillent ensemble. Le 49.3 citoyen, c'est quoi ? Moi, mon analyse, c'est que nous ne souffrons pas d'un déficit d'un trop-plein de démocratie, mais d'un déficit de démocratie. Que la question se pose de savoir comment le Parlement contrôle mieux l'exécutif, qu'il y ait moins d'impunité. Je trouve que nos institutions, c'est assez archaïque, qu'on les ait construites dans la deuxième moitié du XXe siècle avec le général de Gaulle comme figure emblématique, soit, mais je pense qu'elles ne fonctionnent plus aujourd'hui. Nous avons aussi besoin que les citoyens contrôlent davantage le Parlement, qu'il y ait davantage d'horizontalité, de capacité d'initiative des citoyens. Je propose quoi ? Qu'il y ait la possibilité pour les citoyens d'obtenir qu'un texte soit discuté au Parlement ou qu'il puisse être soumis à référendum. Bien sûr, cela sera encadré. Il ne s'agira pas juste de s'inscrire sur une pétition sur Internet et on s'en tirerait comme cela. Je veux qu'il y ait des conditions de représentation ou de représentativité sur le territoire, qu'on puisse dire, si c'est 450 000 citoyens, que ça puisse être de la moitié des départements. Donc vous ne renoncez pas à cette proposition ? Oui, je vais aller plus loin. Qu'il y ait un plancher de participation pour que le référendum soit valable. Quel sens cela aurait-il qu'il y ait un référendum ? Mais nous en discuterons et nous allons travailler et formuler des propositions en ce sens. Ce que je veux simplement dire au-delà de cette mesure, c'est qu'il me semble qu'il faut se donner toutes les occasions de permettre aux citoyens de faire irruption dans les processus politiques et démocratiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'ils ont, c'est de vivre dans une démocratie intermittente, qu'une fois leur bulletin posé dans l'urne, ils disparaissent. Moi, je crois qu'entre deux élections, il faut offrir toutes les occasions et opportunités aux citoyens, pour ceux qui le souhaitent, de participer à la vie politique. D'accord, mais pardon, Benoît Hamon, mais il y a quand même une autre réalité. C'est que vous avez plusieurs de vos camarades socialistes qui disent Benoît, il est bien gentil, mais il nous a pourri la vie pendant 2 ou 3 ans avec les frondeurs, et là maintenant, il faudrait qu'on se rassemble derrière lui. Mais on n'est pas du tout sur la même ligne, donc c'est pas notre candidat. Bon, ils le disent. Oui, mais ils ne sont pas très nombreux, d'abord, vous le reconnaîtrez. Ils sont timides à vous soutenir quand même. Certains mais pensent... je vais en dire un mot. Je ne vais esquiver aucune question. La primaire a laissé des traces quand même. Oui. Mais elle a laissé aussi un vainqueur, net, avec 1 200 000 voix. Mais près de 60% des voix dans un processus démocratique. Incontestablement, les leçons qu'on peut tirer d'une primaire, c'est que à partir du moment où les débats sont vifs, forts, ils laissent forcément des traces. Et moi, je respecte les convictions de celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec mon projet. Mais je l'ai emporté. Mais désormais, nous sommes face à quoi ? Mais désormais, nous sommes face à quoi ? À une droite totale qui veut faire supprimer 500 000 fonctionnaires, remettre en cause à bien des égards la sécurité sociale, 100 milliards d'euros de baisse de la dépense publique pour François Fillon, 60 milliards pour Emmanuel Macron. Bref, c'est le concours Lépine à qui dépensera le moins, mais à la fin, à qui fera le moins de services publics, à qui il fera le moins d'écoles, à qui il fera le moins d'hôpital. Non, mais je veux répondre, je veux aller au bout de la question qui m'a été posée. Donc nous sommes face à cela. Moi, ma responsabilité, elle est derrière l'élection présidentielle, de construire une majorité présidentielle. Et je le dis très sincèrement, je n'obligerai personne. De quel droit, d'ailleurs, les obligerais-je à me soutenir ? Mais nous sommes là face à des adversaires qui se proposent non seulement de défaire ce qui a été fait dans ce quinquennat de positif, mais vont remettre en cause des droits qui ont été acquis il y a bien plus longtemps et qui sont aujourd'hui des droits fondamentaux pour nos concitoyens. Mais vous demandez vis-à-vis de reconnaître que ce quinquennat, justement, a aussi constitué des avancées sur le plan social. Je viens de dire à l'instant que là où la droite veut défaire un certain nombre des avancées du quinquennat, je m'y opposerai. Je vais en prendre une. Je m'opposerai totalement à ce qu'on remette en cause le compte pénibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien une urgence et une priorité dans le domaine social, c'est de permettre à celui qui a travaillé dur, à celle qui a travaillé dur, de pouvoir partir plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux et celles qui ont travaillé dur, travail posté, travail de nuit, ont non seulement une espérance de vie à la retraite plus courte, mais une espérance de vie en bonne santé aussi plus courte. Ils tombent plus vite malades et ils meurent beaucoup plus tôt que les autres. Voilà quelque chose pour lequel moi je me battrai.
J'ai dit que cette loi, parce qu'elle remettait en cause la hiérarchie des normes, parce que sur les licenciements, elle les facilitait, parce qu'elle encourage par accord d'entreprise la baisse du tarif des heures supplémentaires, je n'en voulais pas. Est-ce que cela veut dire que je remets en cause la garantie jeune, le droit à la déconnexion, le compte personnel d'activité? Non. Ce que je souhaite, c'est que nous pensions demain mettre en œuvre une nouvelle loi. Vous l'avez vidé en partie. Ce que je veux, c'est une nouvelle loi travail. Alors, une nouvelle loi je travail. Mais reviens- attendez, je vous re- pouvez je pas me reviens- poser je 30... reviens à ma question Non mais attendez, Olivier Mazerolle, je basique, peux répondre aux qui questions est qui me sont simple. posées quand même. Benoît Parce que Hamon, sinon, c'est pas Benoît très Hamon intéressant, a quand été même. un frondeur. Il n'a pas respecté la loi de la majorité et du suffrage universel qui avait porté François Hollande à la tête de l'État français. Pourquoi lui obéir aujourd'hui? Pourquoi le suivre aujourd'hui? Écoutez, Olivier Mazerolle, les différences que j'ai eues avec le président de la République, d'abord, je m'en suis expliqué avec lui. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le gouvernement. Je m'en suis expliqué avec lui plus tard, une fois que j'avais quitté le gouvernement. Elle porte sur quoi? Sur des désaccords sur les questions économiques et sociales, et puis sur un épisode comme celui de la déchéance de nationalité, par exemple. J'assume ces désaccords. Maintenant, je veux dire que ma responsabilité, elle me tournait vers l'avenir et vers les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Ouais. Et je dis aux socialistes, et à tous les socialistes, et au-delà, aux électeurs, aux citoyens de gauche, que soit finalement, on résume nos discussions à un examen de ce qui a été bien ou pas bien dans les 5, 10, 15, 20 ans passés. Une attitude. Oui. Ou alors, on se tourne vers le futur. Et vous verrez qu'à partir de là, dans l'examen des situations difficiles vécues par nos compatriotes, sur le plan social, dans la nécessité de maîtriser ces transitions, celle du travail, celle d'un nouveau modèle de développement, nous trouverons matière à nous rassembler. Et c'est comme cela que je veux faire. Et c'est comme cela que je rassemble. Mais je l'étoffe chaque jour, je l'étoffe. Je l'enrichis de mesures nouvelles. Et vous le verrez, ce sera un programme qui reposera sur les briques que j'ai posées dans la primaire, mais se projette vers l'avant et réunira. Vous n'êtes pas puni par là où vous avez péché, c'est-à-dire la fronde? Oh là là, puni, péché. Bah non, mais comme vous êtes catho, je le sais, parce que voilà. Bon, donc, alors, bien loin. Allez, peu importe, vous êtes breton. Est-ce que vous n'êtes pas puni par là? Vous avez commis une faute, c'est le terme de péché, vous. Écoutez, monsieur Mazerolle, la fronde. Je suis persuadé que cette punition, beaucoup la partageraient avec moi. Je suis le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Et comme punition, il y a pire. C'est un grand honneur pour moi de représenter la gauche à cette élection présidentielle. Alors, Benoît Hamon, vous avez parlé de l'avenir. Il y a un avenir immédiat. C'est celui qui pourrait vous lier aux écologistes, notamment. Est-ce que vous allez, oui ou non, demain, après-demain, signer un accord avec Europe Écologie Les Verts et celui qui les représente jusqu'à présent, M. Jadot? Je souhaite que la dynamique de rassemblement s'engage. Je souhaite qu'elle se fasse avec Europe Écologie Les Verts, avec Yannick Jadot et toute l'écologie politique qu'il représente, qui ne se résume là, pas encore, à un appareil ou un parti politique. Je souhaite que ce mouvement existe. Pourquoi? Parce que je veux construire avec eux un nouveau paradigme politique qui fait converger deux histoires et deux cultures, celle de l'écologie politique et celle du socialisme que je représente à cette élection présidentielle. Et nous sommes aujourd'hui en bonne voie. Il ne s'agira pas pour Yannick Jadot ou pour moi-même de nous retrouver sur le programme de l'autre en prenant tout ce qu'il propose. Il s'agit de construire une nouvelle dynamique politique. Je suis confiant dans le fait que la semaine prochaine, nous puissions engager cette dynamique de manière transparente aux yeux de tous les Français. Mais la sortie du nucléaire, moi j'ai déjà dit que j'étais favorable à la baisse de la part du nucléaire. Non, mais le diable est dans les détails, c'est pas la baisse, c'est à partir de quand il n'y a plus de centrale nucléaire en France? Est-ce que c'est 2050 comme le veulent les Verts? Nous sommes déjà sur un cycle de 20 ans où il faudra maintenir, entretenir nos centrales nucléaires. Pas de sortie, si vous maintenez, vous entretenez, pas de sortie du nucléaire. Je pense qu'il faut fixer des étapes, et des étapes vers un objectif qui doit nous amener à ce que demain, pour être authentiquement indépendant sur le plan énergétique, indépendant, souverain, la part du renouvelable soit beaucoup plus importante et qu'à terme, effectivement, il n'y ait plus que des énergies renouvelables. C'est mieux. C'est quoi le terme? 2050. Mais nous fixerons ce calendrier de manière responsable, raisonnable, au regard des investissements qui sont nécessaires, au regard des emplois qu'il faut transformer pour que les emplois aujourd'hui de la filière du nucléaire puissent basculer dans le démantèlement des centrales, dans l'entretien de ce qui des centrales. Et vous mettrez dans votre programme l'objectif de sortie du nucléaire. Bon, monsieur Jacubizine, soit on me laisse répondre à une question jusqu'au bout sur un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux. Soit pas.
Mais à ce moment-là, La on ne question- peut pas reprocher aux Non, mais la électeurs de question, ne elle pas est être précise. éclairés sur les choix électeurs, politiques. ils veulent savoir si Mais vous, voilà, allez, si donc, vous allez vous engager sur la sortie Mais du ça nucléaire. suppose Point. un Et à quelle raisonnement date, point. d'un peu plus de 4 mots. Et pardon de le dire. On peut pas, ou alors on va tous sur Twitter et on fait une interview et c'est sympathique, mais ça n'ira pas très loin. Donc, je redis, il y aura des étapes. Et ces étapes seront fixées de manière transparente. Je ne veux pas d'abord anticiper sur un accord qui n'existe pas encore, sinon je vous l'aurais annoncé, mais ce sera parfaitement transparent. Mes engagements dans ce domaine, vous les connaissez, je les ai affirmés lors de la primaire. Mais je respecte aussi ce qui me semble être le délai raisonnable pour organiser et penser la transition d'un modèle qui reposait principalement pour la fourniture d'électricité sur le nucléaire vers un modèle qui repose sur les énergies renouvelables. Les écologistes sont sensibles aussi aux institutions. Vous aussi, d'ailleurs. Absolument. Vous n'êtes pas loin de vouloir changer la Ve République. On va en parler. Pas loin, même. Certains. Oui, certains, oui. Et les écologistes demandent pour les législatives une dose de proportionnelle. Plus qu'une dose, d'ailleurs. Oui, mais moi, je me Pour suis ces déjà... initiatives-là, Pour celle-là, hein, pour juin attention, 2017. hein. J'entends, mais moi, je vous parle de la 6e République. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une dose de proportionnelle, de toute façon, dans l'élection, les conditions d'élection. En juin du Parlement, 2017, de l'Assemblée nationale. Je veux répondre. Je suis désolé de poser des questions précises. Oui, En juin 2017, oui ou non? Écoutez, pour l'instant, nous avons un mode de scrutin et il faudra faire avec pour l'instant. Moi, Donc je pas vous en parle juin de la 2017, 6e vous avez République. répondu, merci. Et la 6e République, je souhaite que s'il y a de la proportionnelle, nous réfléchissions à la manière dont nous élisons nos parlementaires. Cela peut parfaitement être sur le modèle de ce qu'on connaît avec les élections régionales, avec de la proportionnelle et une dose de majoritaire. On peut imaginer des formes de scrutin sur la base de circonscriptions régionales. Cette question, elle est ouverte. Ce qui est certain, ce que je souhaite, c'est qu'il faut, je pose 2 conditions. Que le Parlement permette de dégager des majorités. Première condition. La deuxième, que le Parlement soit représentatif de la mosaïque une prime au vainqueur. des opinions politiques dans ce pays. Une prime au premier. Voilà. Une prime au premier. Nous verrons le mode de scrutin que nous pouvons retenir, mais ce sont les 2 conditions que je fixe. Sinon, nous nous retrouverons devant un Parlement qui, parce qu'il faudra, sur chaque texte, construire, déconstruire, reconstruire des majorités ad hoc par opportunité qui nous empêcherait de mener, à mes yeux, les réformes Signature avec Jadot indispensables demain en ou matière de après-demain? travail, Dites-nous. oui, en matière de modèle de Signature avec développement, en Jadot matière démocratique. demain ou après-demain? Vous le verrez. Ça, quelle forme? D'abord, Vous ce sera avez un pas une papier, vous signature, signez? on n'échange pas nos sangs, on fait de la politique. Alors, attendez, moi je vais revenir à une question pour prolonger celle de Christophe. Donc pas en juin 2017 parce que ça n'est pas possible constitutionnellement, tout simplement. Mais en revanche, est-ce que vous pourriez envisager une dissolution de l'Assemblée nationale pour que très rapidement on puisse élire une Assemblée qui soit conforme à ce que vous souhaitez sur le plan idéologique, j'entends, pas sur sa composition, bien sûr. Non, mais Partisane. d'abord, il y aura des élections législatives qui seront convoquées selon les règles qui sont celles aujourd'hui de la Ve République, qui dégagera une majorité. Moi, je souhaite que très vite, il puisse y avoir 3 référendums qui soient soumis aux Français. Lesquels? Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, sur le vote blanc, sur le 49.3 citoyen et sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Tranchons cette question. Je m'y engagerai comme président de la République personnellement. C'est le même jour, les 3 questions? Oui, je pense qu'il faut. d'accord. Vous y engagez Mais je m'y engagerai. et vous partez si Quand même, si c'est non, mais je sais si pas. les je veux le Français Canada. disent non au droit de vote des étrangers aux élections locales, au vote blanc, est-ce que je pars? Vous êtes pressé de me voir partir? Pas Parce que du bien, tout. c'est que vous Pas envisagez du sérieusement tout. que ce soit il y a une moi l'élu. jurisprudence. Mais je vous remercie, Monsieur Mazerolle. Pas du tout, Mais- c'est une des questions qui peut se poser. Mais oui, non, mais c'est une question. Alors, je vous réponds non. Si on pose des questions qui pour ou contre le droit de vote des étrangers aux élections locales, et qu'en fait, à chaque référendum, c'est pour ou contre le président de la République, non, c'est la question. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Ben non, ce ne sera plus comme cela. Pourquoi? Parce que je souhaite que si le référendum est utilisé, on répond à la question qui est posée, pas à une autre, pour ou contre le C'est président de un la outil que République. vous réutiliserez si vous êtes élu président de la République pendant En votre l'occurrence, quinquennat? alors je voulais terminer. Je souhaite que derrière il y ait une grande conférence citoyenne qui pose l'architecture de la constitution de la 6e République, sur les rapports entre le Parlement et l'exécutif, sur cette horizontalité que je souhaite plus grande dans la fabrication et le contrôle de la loi. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de dire aux Français que je juge que le sérieux des candidats à cette élection présidentielle s'apprécie à la hauteur des engagements qu'ils prennent pour restituer du pouvoir aux citoyens français une fois élus. Et donc, c'est Alors que je termine juste là-dessus. C'est dans l'année, Christophe, ce nouveau j'écris. référendum? Ouais. Oui, c'est que je pense que fondamentalement, aujourd'hui, la Ve République, elle est parfaite pour celui qui dirige le pays. Elle pose des vrais problèmes démocratiques. Je trouve qu'il y a une forme d'immaturité de la démocratie française à confier tous les pouvoirs en un seul homme. Et je le dis aux Français, regardez dans nos trajectoires, regardez dans nos campagnes, regardez dans nos programmes, celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent vous redonner du pouvoir. Et c'est une question clé dans l'entreprise, dans la ville, dans la vie au quotidien. C'est une question clé si nous voulons
permettre à notre pays de respirer je vais encore vous davantage. faire plaisir. Voilà, vous êtes élu président de la République. C'est pas pour me faire plaisir, M. Mazerolle. Mais tout à l'heure, vous étiez plutôt satisfait que j'envisage cette éventualité. Imaginons donc que vous êtes élu. Qui compose cette conférence citoyenne? Ça, c'est la première question. Et deux, comment vous voyez votre rôle de président de la République? C'est-à-dire, vous allez intervenir sur tous les sujets constamment, vous allez nous rendre visite en permanence, ou au contraire, est-ce que vous serez quelqu'un qui s'occupera uniquement des grands thèmes? Moi, je souhaite mettre dans la campagne présidentielle en débat le projet qui sera le mien pour la 6e République. Ce qui veut donc dire que la majorité présidentielle qui sera élue, je l'espère, à la suite de cette élection présidentielle, aura un mandat constituant. Je souhaite qu'avec ce mandat constituant, Assemblée nationale, Sénat, assemblée de citoyens tirés au sort dans une grande conférence citoyenne, puissent prendre en charge la construction et la fabrication de cette nouvelle constitution. Elle sera évidemment soumise à un référendum. Je souhaite que le peuple se prononce. Quoi, dans l'année? Non, pas dans l'année. Je pense qu'il faudra un peu plus que quelques mois pour fabriquer ce qui est le passage à une nouvelle République, à un nouveau fonctionnement de notre mandat, démocratie. Il n'y aura pas 5 ans, il y aura 2-3 ans, et après on rentrera dans la 6e République avec de nouvelles institutions. Avec de nouvelles règles du jeu. C'est parce pas que mon référendum... mon mandat, je suis élu pour un quinquennat. Sur les 5 ans. Ça viendra après les 5 ans. Mais ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, la 6e République soit mise en œuvre. Référendum, et si la réponse est oui, vous prononcez la dissolution de l'Assemblée? Non, c'est une hypothèse qui existe si les normalement une constituante, quand elle a fait son boulot, on la dit dissout, mais comme l'a dit Olivier. Si les institutions sont transformées, changées par les citoyens, oui, nous basculerons dans un nouvel ordre démocratique et républicain. Et je déciderai et je ferai des propositions avec mes partenaires pour dire quels seront les délais de mise en œuvre de cette nouvelle constitution. Alors, et le rôle du président? Voilà, dans la 6e République, président, voilà, vous allez être président normal, président intervenant, non, c'est pas président normal. Comment... Je souhaite que le président de la République soit désormais responsable davantage devant le Parlement et devant les citoyens. Ça veut dire quoi, responsable devant le Parlement? Ça veut dire qu'il y ait Il peut être destitué par le Parlement? D'abord, ça existe dans d'autres démocraties, les procédures d'impeachment, et je pense que ce sont des procédures qui sont justifiées quand, objectivement, un président de la République se détourne fondamentalement des engagements qu'il a pris ou de ce que sont les grands principes qui doivent être respectés par un président de la République. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, dans toute hypothèse, davantage de pouvoir d'évaluation, de pouvoir de contrôle par le Parlement de l'exécutif, et de la même manière que les citoyens disposent eux aussi de pouvoirs supplémentaires de contrôle des parlementaires comme de l'exécutif. C'est une question, à mes yeux, absolument centrale. Nous ne pouvons pas continuer avec une démocratie qui est une démocratie aujourd'hui dont je juge finalement qu'elle fait reposer toute la charge sur les épaules d'un seul homme qui ne peut pas avoir la solution seul à tous les problèmes des Français. Alors il y a un homme qui est en campagne comme vous, qui a fait grand bruit, des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui a dit la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, je veux le dire clairement, même si je considère que la blessure, le fardeau qui est celui de la France à l'égard des peuples qu'elle a colonisés et opprimés, est un fardeau qui suppose que l'on exprime publiquement les regrets qui sont ceux de la République à l'endroit des peuples. Des regrets ou des excuses? Oui, mais ça peut aller jusqu'à des excuses. Mais je ne suis pas candidat. Alors là, vous êtes d'accord avec Macron pour les excuses? Mais je ne suis pas pour caractériser cela comme un crime contre l'humanité. Oui. Pourquoi? Parce que président de la République, demain, cela veut donc dire que l'on envisage qu'une cour pénale internationale puisse juger des Français pour crimes contre l'humanité, d'une part, et d'autre part que nous hissons cette blessure-là au niveau de la Shoah, du génocide rwandais, du génocide arménien, et je ne veux pas rentrer, moi, dans une forme de concurrence mémorielle. Je trouve que cette affaire est une affaire grave, lourde, et comme président de la République... Il a fait une faute, Macron? Je trouve que ça n'est pas très sérieux, dans un livre en France, de parler des bienfaits de la colonisation, et dans un discours à Alger, de dire que c'est un crime contre l'humanité. Je ne comprends pas cela. Je n'ai qu'un discours sur ces questions-là, et je n'aurai qu'un seul discours de ce côté-ci de la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée. Une chose importante, oui ou non, la France doit présenter des excuses. Parce que ça, c'est aucun responsable politique ne s'est jamais soumis à cet exercice. Écoutez, si vous regardez, le ministre en charge des anciens combattants, M. Todeschini, était à Sétif pour dire
qu'il jugeait que la responsabilité de la France avait été grande dans ces massacres du 8 mai 45 qui ont tué des dizaines, des centaines d'Algériens. Oui, il y a aujourd'hui une démarche de la France qui assume ce qu'est la part sombre de l'héritage qui est le sien. Est-ce que cela veut dire qu'il faut renvoyer tous les pieds noirs, tous les rapatriés à une responsabilité qui n'est pas la leur, en l'occurrence, celle d'être des criminels contre l'humanité? Ce serait une folie. C'est la République qui a fait un choix à un moment de décider d'opprimer d'autres peuples et d'exploiter des territoires qui ne lui appartenaient pas. Et bien moi, je considère que vis-à-vis de cela, si ça doit passer par un dialogue franc, il faudra exprimer des regrets. Vous parlez du mot d'excuse. Nous verrons sous quel... Non, mais je veux être très précis. Je verrai si c'est sous cette forme-là que nous devrons adresser nos regrets aux peuples qui sont ceux d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et tous les pays qui ont subi la colonisation. Mais il me semble que nous devons regarder notre histoire en face pour ce qu'elle a pu avoir de radieux, de glorieux, mais aussi pour ce qu'elle a pu avoir de tragique. Est-ce que vous envisagez véritablement, est-ce que vous avez la conviction profonde que vous pourriez être en deuxième position au soir du premier tour, devant également François Fillon? Oui. Oui, et avec la même confiance que la mienne lors des élections primaires. La même qui m'a amené à vous regarder et à vous dire « je vais gagner la primaire ». Eh bien, je vous le dis, je vais gagner l'élection présidentielle. En tout cas, je veux la gagner et tout mettre en œuvre pour la gagner. Et c'est pour ça que j'accorde autant de soins au Rassemblement de la gauche. Même si la droite est plutôt majoritaire dans le pays? On verra si elle le sera au soir du... je parle d'un état d'esprit. Hein. Mais la majorité de l'état d'esprit, je ne sais pas ce que c'est. Il y a la majorité des urnes. Et j'observe aujourd'hui que ce qui étreint la plupart des Français, c'est quoi? Ce sont les inégalités, c'est la pauvreté, c'est le fait qu'avec un salaire modeste, on ne vit pas correctement, on ne se loge pas. Qu'aujourd'hui, quand on est une femme célibataire et qu'on doit jongler entre des modes de garde des enfants parce qu'on est mère au foyer, un travail difficile, on n'y arrive pas. Que la réalité, je veux dire encore un mot, que pour ceux qui ont des parents vieillissants, dépendants, et qu'ils sont contraints parce qu'ils n'ont pas les moyens, ni leurs parents, ni eux-mêmes, de finalement les laisser mourir dans des maisons de retraite qui, objectivement, ne sont pas à la hauteur en matière de dignité de ce que nous sommes. Nous avons le devoir d'offrir à nos plus anciens. Voilà ce qu'est la réalité de ce pays. Et voilà cette réalité que je veux transformer et changer. Et c'est parce qu'elle existe, que cette majorité sociale existe, que je veux transformer cette majorité sociale en majorité politique au soir des élections présidentielles. On marque une pause pour les informations de Trésor et on se retrouve dans quelques minutes. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Benoît Hamon, on reprend avec une question d'Yves Tréhard du Figaro. Oui, les banlieues, et notamment en région parisienne, se sont embrasées, certaines cités, pas toutes, mais ces derniers jours, suite à cette affaire Théo, qui est l'agression un peu plus brutale, on ne sait pas encore la qualifier puisque la justice ne l'a pas dit, d'un jeune qui s'appelle Théo. Alors, il y a la colère des habitants, beaucoup de jeunes, mais est-ce que vous reconnaissez aussi que d'être flic, pour employer le mot, en banlieue, c'est pas simple et c'est dur de travailler dans les conditions dans lesquelles ils travaillent? Je le reconnais d'autant plus que c'est la raison pour laquelle je propose qu'ils soient mieux payés, notamment quand ils travaillent en zone de sécurité prioritaire, comme les enseignants le sont dans les réseaux d'éducation prioritaire REP+. On paye mieux les enseignants, il faut mieux payer les policiers. D'ailleurs, j'observe que souvent dans ces commissariats, les officiers, le commissaire reçoit une prime que n'ont pas les gardiens de la paix. Donc je souhaite qu'ils soient mieux payés, mieux formés, qu'on ait aujourd'hui des mécanismes d'affectation qui ne mettent pas forcément les policiers les plus jeunes et les plus inexpérimentés dans ces zones de sécurité prioritaire pour qu'ils gagnent des points et qu'ils puissent repartir ensuite. Je pense que tout ça doit être revu. Mais en même temps, je vais vous livrer un témoignage. Il m'a frappé parce que c'était en début de semaine. Peut-être nous entend-il aujourd'hui quand je parle. C'est un père de famille comme moi, qui a sans doute des enfants à peu près du même âge. Il a une différence avec moi, il est français, mais il est de couleur noire. Et il m'a dit la chose suivante, et ça m'a frappé. Il a les mêmes préoccupations pour ses enfants que n'importe quel parent, et lui et sa femme, c'est qu'ils soient mis à l'abri des tentations qui peuvent être celles de la drogue, d'une mauvaise fréquentation, d'un contact sur Internet, d'un recruteur, on ne sait pas. Bref,
toutes ces inquiétudes qu'on a, vous et moi, comme père de famille. Il m'a dit, ce qui vient de changer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peur que mon enfant soit contrôlé et que ce contrôle dégénère. Parce qu'il serait victime de discrimination. Et il m'a regardé, il m'a posé la question et il m'a dit, est-ce qu'il est normal qu'un papa, citoyen, ait peur pour ses enfants de la police? Il faut répondre à cela. Parce que ça n'est pas normal. Mais il faut répondre aussi d'un mot, à la colère des policiers. Mais d'abord, je veux répondre à cela. Je ne méprise pas la colère des policiers. Je viens d'essayer d'en dire un mot. Et surtout, la difficulté du travail qui fait qu'on constate aujourd'hui que les burn-out, les pathologies psychiques liées au travail, on en croise de plus en plus dans les commissariats. Mais je veux répondre à ce papa, ce père de famille. Pourquoi? Parce qu'il est un citoyen de la République qui n'a pas à redouter la police parce qu'il doit être protégé, lui et ses enfants, comme vous et moi, de la même manière par la police. Or, nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons une forme d'hostilité dans certains endroits de la République, territoires de la République, entre la police et la population. Et nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que, dans certains territoires, ceux qui ont le droit d'être protégés comme tout le monde ne se sentent pas protégés par la police. C'est la raison pour laquelle je redis ma volonté, je ne suis pas le seul, c'est très bien qu'un consensus se fasse à nouveau sur ces questions, ma volonté de remettre une police de proximité partout. Et une police de proximité, elle a le double avantage de quoi? D'abord, sans doute aurait-elle évité le drame de Théo. Parce que Théo aurait connu les policiers et que les policiers auraient connu Théo et auraient parfaitement su qu'il n'y avait rien à redouter de Théo. Eh bien, elle... Qu'elle ne faisait pas avant. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui, je sais. Elle est l'œil de toutes les autres polices. Elle est l'œil des BAC. Elle est l'œil des forces de l'ordre quand il faut faire du maintien de l'ordre. Elle est l'œil elle est pédestre, elle se promène, elle prend des renseignements, elle vérifie là où une famille peut être inquiète de la dérive de tel gamin. Elle regarde si, quand il y a des trafics, un lieu de trafic s'est déplacé d'un territoire à un autre. Pour ça, Benoît Hamon ? Il faudra en réaffecter. Je pense que là, on peut mieux affecter les policiers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et il faudra sans doute recruter plusieurs milliers de policiers supplémentaires. Cela aura un coût, mais moi, j'assume aujourd'hui que ce projet-là a un coût. Et je le dis là très amicalement, par exemple, à François Fillon et Emmanuel Macron, que j'écoute. Ils veulent faire tous les deux des réductions de la dépense publique, 100 milliards pour l'un, 60 milliards pour l'autre, sans remettre en cause le nombre de policiers, voire en recrutant, en créant des places de prison supplémentaires. Pour Emmanuel Macron, sans remettre en cause, ou alors il faut qu'il me le dise, le nombre d'enseignants. J'espère qu'il ne veut pas diminuer le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes et de personnel administratif à l'hôpital. Mais alors, comment va-t-il faire cela? Eh bien, je vais vous dire comment il va le faire. Il va réduire les dotations aux collectivités locales. Et qu'est-ce qui se passera? Parce que nous sommes dimanche, qu'il y a 4 millions de bénévoles, je crois, des millions de bénévoles qui font du sport ou en font faire à d'autres. Mais il y aura moins de moyens pour tous ces acteurs associatifs. Il y aura aussi moins de moyens pour la culture. Il y aura moins de prévention spécialisée. Il y aura moins d'éducateurs. Il y aura moins d'actions. Et nous aurons quoi? Plus de violence, plus de désordre, plus d'inégalités. Mais moi, mon projet politique, et je m'adresse pas tant aux autres candidats qu'à leurs électeurs, et notamment à tous les électeurs de gauche, il faut que nous nous retrouvions sur un projet qui, autour d'un futur désirable et possible, recrée du lien. Arrêtons aujourd'hui des politiques qui ont échoué. Il n'y a pas plus de raison que le programme d'Emmanuel Macron qui a échoué hier, avant-hier, marche demain. Mais vous créez des usines à gaz aussi en même temps, parce que là, vous voulez créer un corps d'inspection des discriminations. Ah, je peux m'en expliquer. Avec 1000 personnes. Vous avez aujourd'hui, par exemple... Comme la concurrence... la répression des fraudes. Ouais. Quand vous allez au restaurant, vous avez parfois des clients qui, en fait, sont des inspecteurs de la répression des fraudes qui vérifient quoi? La loyauté de l'information qu'on vous donne. Avec leurs collègues des inspections sanitaires, la chaîne du froid. Et nous avons comme ça... Aujourd'hui, des restaurants de très grande qualité, nous avons des commerces qui vous informent parfaitement sur vos droits, qui respectent vos droits. Moi, je souhaite qu'en matière d'accès au logement, d'accès à un certain nombre de lieux qui ne devraient pas être, interdits ni aux femmes, ni aux homosexuels, ni à certaines Français selon leur couleur, l'accès à l'emploi. Je souhaite qu'il y ait un corps, effectivement, d'inspection qui permette de vérifier les entreprises, les propriétaires, les établissements qui, oui ou non, respectent la loi en matière de non-discrimination. Je pense qu'il y a une très jolie phrase de Paul Valéry, je l'utilise beaucoup, mais qui dit c'est mieux que la République, il ne parlait pas de la République, c'est mieux quand il faut faire attention aux mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. Il ne faut pas que la République chante à l'oreille des Français, mais ne parle pas. C'est-à-dire qu'on n'en fasse pas l'expérience. Et moi, je veux dire à tous mes compatriotes qui ont le sentiment
de ne pas faire l'expérience de l'égalité, mais plus de l'inégalité, de ne pas faire l'expérience de la fraternité, mais celle de la discrimination, qu'une administration comme celle-là, avant même que la discrimination n'ait lieu, eh bien, elle sera là pour les protéger. Et il n'y a pas de raison que face à un fléau comme les discriminations, nous ne cherchions pas des nouveaux moyens d'être plus efficaces. Ce sera bon pour la République et tout Benoît le monde Hamon, on a ira y encore gagner. beaucoup de questions à vous poser. Christophe Un Jacobussi. peu de concret. Dans vos propositions qui tranchent par rapport à beaucoup d'autres candidats, la légalisation du cannabis, est-ce que le père dont vous parliez tout à l'heure, ça va le rassurer de savoir que ses enfants vont pouvoir se procurer en toute légalité du cannabis? Aujourd'hui, ce qui peut l'inquiéter, ce qui m'inquiète moi, c'est que demain, mes enfants puissent être en contact avec un dealer, quelqu'un donc dangereux, délinquant, qui peut leur proposer des substances dangereuses. Le cannabis, c'est une drogue. Le cannabis, c'est pas moins dangereux Non. s'il est légalisé, si les enfants en prennent c'est une drogue. dans le cadre d'un Et c'est contrôle une de drogue l'État. à laquelle, vis-à-vis de laquelle on peut devenir dépendant. La question est, aujourd'hui, la prohibition a-t-elle fonctionné? Nous avons du désordre, de la violence, des morts d'un côté. Nous avons une augmentation du nombre de consommateurs de cannabis. Et des professeurs de médecine, des spécialistes qui nous disent qu'il faut contrôler ce que certains consomment et surtout être en situation de pouvoir prendre en charge ces addictions beaucoup plus Et que la efficacement. société, que l'État dise que la consommation du cannabis est possible et légale, c'est pas un signal moral Mais que vous monsieur envoyez aux Jacques-Lizine, enfants? vous faites aujourd'hui des campagnes pour inviter les enfants à l'école à ne pas fumer et à ne pas boire. Vous êtes d'accord? Donc on Donc vendra on du a cannabis, des mais on campagnes dira de qu'il faudra prévention qu'il faut pas en contre les prendre, c'est ça? addictions C'est qui existent contradictoire, déjà. Mais non, mais justement, moi, vous ne voulez pas revenir à la Mais prohibition vous du whisky. croyez que vous Il y n'aurez a la pas du prohibition des trafic avec cigarettes. d'autres drogues Non, mais beaucoup si plus vous dures légalisez le cannabis. Monsieur Mazerolle, monsieur Tréhard, je n'ai pas dit que j'allais faire disparaître les drogues. Et de tout temps, les drogues ont Mais donc, existé. alors, de glissement Et en moi, glissement, j'aspire à ce que les individus puissent s'épanouir sans consommer de Mais drogue. alors, de glissement en glissement, Mais on finira par monsieur accepter les Mazerolle, drogues dures. C'est ce qui est dangereux, c'est le déni dans lequel vous êtes. Vous ne regardez pas que la prohibition, ça ne Dans marche le pas. déni, il y a Alors beaucoup- répondez à ma question. Pardon, il y a aussi beaucoup de responsables politiques de banlieue qui disent c'est une folie parce qu'il y aura des drogues. Et je lisais, Non, mais attendez. je lisais dans un quotidien qui s'appelle Libération, qui n'est pas a priori d'extrême droite, vous enquête confirme, dans oui. un lycée professionnel, réaction d'un des collégiens. Les jeunes, ils sont toujours attirés par ce qui est illégal. C'est comme ça, si le cannabis est légalisé, ils vont aller vers d'autres drogues illégales. Non, mais si les experts que vous citez sont des gamins de 15 Non. ans, je veux bien. Mais, non, mais il dit une réalité. non, mais, on oui, a tous d'accord. fait ça. Bon, ok, monsieur Mazerolle. Chercher quand on était gamin à Oui, franchir d'accord. la ligne jaune. Mais ça fait Hein pas une politique. Moi, je veux être président de la République Oui. et je m'appuie sur une réalité. La prohibition n'a pas empêché l'augmentation du nombre de consommateurs. Nous avons des gamins qui deviennent dépendants au cannabis et qu'il faut empêcher de devenir dépendants. Pour cela, il faut prendre en charge ces jeunes, faire des campagnes de prévention. Et je m'inspire de modèles qui, aujourd'hui, fonctionnent. J'étais Comme au le Portugal. Portugal. Oui, mais qui a fait la décriminalisation De de toutes toutes les les drogues, drogues. ouais. Ce que je ne propose pas. Mais au-delà de ça, les fonctionne policiers, là-bas, non mais la les décriminalisation de toutes policiers, les drogues ça a fait baisser la consommation de drogue dans le pays. Mais je ne propose pas cela. Ce que je souhaite, c'est que par ailleurs les policiers se consacrent à la lutte contre les trafics, notamment des drogues dures. Aujourd'hui, ils sont très mobilisés sur la lutte contre les trafics de cannabis. Ça leur prend beaucoup de temps. Et je veux aussi rétablir la paix. La paix, pardon de le dire. Ça n'a pas Est-ce déplacé que les c'est trafics, normal, comme le Oui, dit mais Olivier, tout- vers d'autres mais drogues? aucun d'entre vous ne vit dans un de ces quartiers. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on ait des quartiers qui soient devenus invivables parce qu'ils sont tenus par des trafiquants? Non. Où la police ne Alors- peut pas rentrer d'ailleurs. Bon, bah alors, elle ne peut pas rentrer. La consommation augmente. Et donc, les trafics existent. Et vous me proposez quoi? Que je reste les bras ballants à ne rien j'ai proposer? lu quelque Je part ne que fais vous- pas partie de cette génération de vous vouliez- responsables politiques qui vous- restent vous vouliez installer devant les des- problèmes à ne rien dire. Des, Voilà. des débits de drogue, alors comment ça se passe? Je souhaite que s'il On y a ferme les légalisation, bureaux de il y a tabac, des mais- points de distribution qui soient des points de distribution où on contrôle ce qu'on appelle les taux de substances psychoactives qui seraient distribués. Oui, c'est un changement, je le comprends. Mais je veux juste vous dire que à ceux qui sont pères et mères de famille, que si nous voulons protéger nos enfants des addictions, des risques qui sont liés au fait que s'ils vont le soir acheter du cannabis dans un quartier, qu'ils sont face à un dealer qui leur propose autre chose que du cannabis, du crack, etc., les emmène dans des soirées où ils consomment des substances qui sont... Pensez au drame de ces familles. Et là, nous, on va rester à ne rien dire et ne rien faire. Moi, je vois des parents qui me disent... Aidez-nous à trouver des solutions. Bien, j'essaye de construire des solutions. C'est ça le futur désirable que je propose. C'est de ne pas rester passif devant des problèmes dont on sait qu'ils sont enquistés dans la société française, qu'ils laminent. Je veux essayer de fabriquer des solutions. Elles seront collectives, elles sont transparentes. Je ne cache rien de ce que je veux faire. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je crois qu'il faut, là encore, changer d'approche. On passe à un autre sujet, l'économie.
vous proposez notamment ceci à l'Europe, annulation des dettes accumulées depuis 2008, mutualisation de la dette européenne, moratoire du pacte de stabilité jusqu'à une adoption de sa réforme. Alors, et en plus, création d'une assemblée de la zone euro composée par des députés nationaux. Et d'un SMIC européen. Alors, il y a un certain nombre d'électeurs qui vont dire c'est formidable, Benoît Hamon il nous fait les mêmes promesses que François Hollande et ça se terminera de la même façon. Il y aura un veto allemand et par conséquent rien ne se produira. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à cela? Mes propositions, je les ai partagées hier avec Antonio Costa, le Premier ministre portugais, je vais les redire. Je crois effectivement, et j'y travaille avec l'économiste Thomas Piketty, qu'il faut proposer un nouveau traité budgétaire européen. Est-ce que cela veut dire que les Allemands le prendront, dès lors qu'on envisagerait demain que, parce qu'il existerait une régulation démocratique de la zone euro sous la forme de cette assemblée parlementaire, les cibles de déficit, le calendrier d'harmonisation fiscale, les choix en matière de politique monétaire pourraient nous amener à vouloir mutualiser la dette européenne et restructurer la dette des pays les plus endettés depuis, je le rappelle, la crise de subprime. Ça, c'est sûr que l'électeur allemand, il va dire c'est formidable, on va prendre en charge une partie de la dette portugaise, italienne, française, espagnole, grecque. Ça ne m'a pas échappé. Donc, je vous rappelle une dette publique qui a d'abord été compensée, une dette privée. Donc, c'est d'abord le dysfonctionnement du système qui a conduit à ce que les États viennent au secours d'un endettement privé. Et si vous n'êtes pas majoritaire dans ce Conseil européen, je veux juste dire que ce que je vais proposer, ce ne sera pas à prendre ou à laisser. Moi, je n'aime pas cette attitude qui consiste à dire que le prochain président français ira tordre le bras de Madame Merkel. Moi, je ne veux tordre le bras de personne. Je propose aux Allemands, qui ont une culture démocratique enracinée, et notamment parlementaire, que demain, plutôt que de réserver à un conseil de chefs d'État ou de ministres les décisions dans la zone euro, nous puissions leur donner une légitimité démocratique. Ce sera un projet pour la construction européenne. Et si la majorité elle est libérale, vous rentrerez à Paris, vous direz aux Français on ne peut rien faire. Mais pas du tout. D'abord, je veux simplement dire que à partir du moment où il y aura une assemblée démocratique, elle fera ses choix et nous le respecterons. Mais si c'est un choix de politique libérale, par exemple. Mais ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, pardon de le dire. La gauche est minoritaire au sein du Conseil de l'Union européenne. Imaginez qu'il y ait une majorité dans votre assemblée de parlementaires de droite ou libéraux. C'est déjà le cas au Parlement européen. Je ne veux pas quitter l'Union européenne. Vous respecterez ce débat démocratique et donc vous rentrerez à Paris, vous direz aux Français, comme François Hollande, j'ai pas pu inverser le cours des choses. Mais vous êtes quand même des pessimistes congénitaux, pardon de le dire. Mais moi, sur les exemples vous précédents. avez raison, mais vous avez raison. Je vous propose qu'il y ait un nouveau cadre, une assemblée démocratique. Il n'y en a pas aujourd'hui. Mais j'ajoute une autre chose. Parce que Mélenchon lui dit, moi je casse la baraque. Si ça fonctionne pas, moi je reprends mes billes. Je ne casse pas la baraque. Je ne sais pas ce que ça veut dire casser la baraque, parce qu'à la fin casser la baraque, vous savez qu'il y a une jolie expression en rugby. On dit la cabane est tombée sur le chien. C'est-à-dire qu'en clair, à la fin, elle vous tombe dessus et on sort de l'Union européenne. Je ne le souhaite pas. Mais je veux déplacer le débat. Ça vous distingue quand même beaucoup de Mélenchon. On parlait tout à l'heure au début de l'émission de pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire alliance ensemble. Oui, nous avons des désaccords. Voilà. Sinon, nous serions dans le même parti. Majeur, c'est-à-dire que dans un cas, vous plierez s'il le faut à la majorité européenne, dans l'autre, il sortira. Il a été pendant 20 ans. Non, mais attendez, je peux ou alors Monsieur Jacques-Cuisine, vous posez des questions à Monsieur Mazerolles et puis je. Non, mais certainement pas. Mais répondre à la question sérieuse. Attendez, parce que j'aurais complété la question de Christophe. Non, mais moi, ça m'intéresse. Si vous expliquez aux Allemands d'ores et déjà. Soyez tranquille, de toute façon, je ne casserai pas la baraque. Et donc, si vous n'acceptez pas. Je la casse ou je la casse pas? Mais écoutez, monsieur, on peut être sérieux 2 secondes. On est sérieux, moi, je fais des propositions. Je fais des propositions et je les mets sur la table. Oui. Je respecte mes partenaires et je leur dis ces propositions, je veux les discuter avec vous. Pas pour que vous me disiez demain, on ne prend rien. C'est pour ça que je mets la question du traité budgétaire sur la table, mais j'en mets 2 autres propositions. Et qui auront un autre écho, je peux vous le dire, à Berlin. Et je rajoute une chose. L'Allemagne, ça n'est pas un bloc homogène sur le plan politique. Il y a aujourd'hui, en Allemagne, dans le débat politique, des responsables qui souhaitent que l'on sorte des politiques d'austérité aussi. Je ferme la parenthèse. Je veux reprendre le fil du traité de l'énergie proposé par Jacques Delors. Jacques Delors a eu cette intuition juste de dire il faut reprendre la construction européenne là où nous l'avions commencé, avec le charbon et l'acier, la reprendre sur la question énergétique. Pourquoi? Les nouveaux États membres s'inquiètent d'être très dépendants dans leur approvisionnement énergétique de la Russie. Nous avons un génie énergétique dans nos entreprises aujourd'hui tel que l'essentiel des brevets est déposé par des entreprises européennes. Nous avons besoin de coopération pour engager la transition de notre modèle de développement vers les énergies renouvelables, et ce désir est partagé de la Pologne à la France, à l'Italie, en passant par le Portugal. Nous avons là la possibilité donc de reprendre
une construction européenne que nous avons laissée à l'arrêt Sur la base de faute projet. Et j'y rajoute la question de la défense européenne. Cette question-là est une question pour moi fondamentale. On est un peu tout seul Au en fond, Europe maintenant. Nous sommes les seuls à avoir un outil de défense des complet. Anglais. Nous sommes les seuls à avoir un outil de défense complet. Alors là, vous trouvez un écho en Allemagne, d'ores et déjà d'ailleurs, y compris avec Mme Et Merkel. c'est la raison pour laquelle, si nous progressons sur ces questions, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas progresser sur les questions budgétaires. Mais nous avons non seulement un outil de défense complet, mais des capacités à construire des coopérations sur le plan militaire et sur le plan industriel. J'ajoute que moins d'Amérique, parce que Donald Trump confirme la stratégie dont honnêtement, il faut se souvenir qu'elle existait avant qu'il arrive, de désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe parce que leur priorité stratégique, c'est aujourd'hui l'Asie. Mais s'il confirme ce désengagement, cela nous invite à resserrer les rangs. Eh bien, resserrer les rangs, c'est proposer à nos partenaires européens, pas qu'aux Allemands, mais de s'adosser à cet outil de défense complet pour penser ce que sera la défense continentale, mais surtout la capacité que nous aurons demain à nous projeter pour défendre nos intérêts. Madame Merkel ou au-delà de nos le frontières. Parlement allemand risque de vous dire, bon, ben, tout ça c'est très bien, il y a de belles perspectives, mais qu'est-ce que vous faites des 3%? Est-ce que vous allez continuer à vous endetter avec une hausse des taux d'intérêt qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que l'écononie française va être gérée de façon un peu plus sérieuse? Monsieur, voilà. pour parler avec... Déjà, oui. est-ce que... Voilà. Je vais vous répondre très clairement là-dessus. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus un seul économiste très sérieux qui dise qu'il faut continuer à faire des politiques d'austérité. Même le Fonds monétaire international ne le dit pas. Combien de temps, vous, éditorialistes, nous, responsables politiques, allons rester sourds à l'échec d'une politique d'austérité qui, parce qu'elle a mis l'économie à plat, empêche de réduire la dette? Vous savez, quand moi je suis rejoint aujourd'hui par un économiste comme Thomas Piketty, par une économiste comme Julia Cagé, par un économiste comme Daniel Cohen, croyez-vous qu'il pense que mon projet est un projet qui va tout casser, plonger le pays dans l'endettement, le désordre, etc. Non, nous travaillons à des solutions sérieuses. Mieux, j'ai aujourd'hui, moi, des contacts avec tous nos partenaires pour voir de quelle manière nous pourrions faire en sorte que le débat ne se résume pas en Europe à la question institutionnelle, à la question budgétaire, mais comment nous pouvons l'élargir aux questions de défense et aux questions énergétiques. C'est la raison pour laquelle je vous dis, oui, je plaiderai, je militerai en Europe, parce que déjà, c'est ce qui se passe avec la politique dite de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, pour une relance de la machine qui ne repose pas vous allez arriver, le fait de réduire les déficits. Il nous reste 3 minutes, donc il faut aller vite. Alors c'est une question centrale, parce que vous allez arriver, Benoît Hamon, avec une politique qui est quand même une politique de dépenses publiques, mais record, comme même la France n'a jamais eu. Mais si. Et les Allemands, vous dites, mais c'est facile de le dire. Le revenu universel, comment vous le financez? C'est du transfert de richesse, c'est pas du budget. C'est pas du transfert de recettes. Si, ça s'appelle du transfert de richesse, comme la sécurité sociale. Si vous êtes grippé, vous êtes remboursé comme moi, ou comme n'importe qui. Nous organisons par la sécurité sociale un transfert de richesse. Attendez, je vais dire un mot. Le revenu universel. Si je suis grippé, je ne serai plus remboursé alors. C'est ce que vous voulez dire. Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Je vous dis que ça marche comme ça. Les transferts de richesse, la sécurité sociale. Ça veut dire que ce n'est pas le budget de l'État. Et ce que je propose sur le revenu universel d'existence, d'ailleurs, je me réjouis. C'est quoi, 45 milliards par an au début? Pour ce qui concerne les pauvres, puis les jeunes. C'est l'engagement que je prends. C'est d'ailleurs l'équivalent du pacte de responsabilité et du CICE, ce qui est la preuve qu'on est parfaitement capable de mettre 40 milliards sur la table aujourd'hui en France, je le rappelle. Mais d'un mot, le président de SpaceX, principal concurrent d'Ariane Espace, que vient-il de dire en raison justement de l'automatisation de l'économie, que le revenu universel d'existence, ce pourrait être une bonne solution. Qui est venu dire avant-hier que la taxe sur les robots, que la taxe sur les robots, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk pour le premier. Oui, d'accord. Public. Qui est venu dire il y a 48 heures que la taxe sur les robots était une très bonne idée? Bill Gates, le dirigeant le plus innovant des dernières années, sauf sur un point, sa capacité à faire de l'évasion fiscale et à ne pas payer d'impôts en Europe. Ce sont des gens riches. Vous êtes à l'état d'un État. Monsieur Tréhard, à la tête d'un État. Je veux simplement vous dire que je pense que les farfelus que sont ces dirigeants-là, qui ont quelques leçons à nous donner en matière de réussite et d'innovation, considèrent aujourd'hui que parce que le travail est en train de se raréfier, il faut penser les nouvelles protections sociales. Le revenu universel d'existence, à mes yeux, en est une. Je rajoute, dernier discours de Barack Obama, que dit-il? Que le principal bouleversement économique que doit attendre l'Amérique n'est pas lié à je ne sais quelle influence étrangère, il visait Donald Trump et son obsession isolationniste, mais à l'automatisation qui va détruire des millions d'emplois obsolètes. Nous avons la responsabilité, et c'est cela que je propose aux Français,
de penser les transitions qui sont d'ores et déjà à l'œuvre. On peut discuter le revenu universel d'existence, parfaitement. Je vous le dis, le débat, il est déjà clos sur la fait de savoir s'il y aura un revenu universel ou pas. La question, c'est quel revenu universel créerons-nous? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, vis-à-vis de celui qui travaille peu, de celui qui a un travail mais ne gagne pas assez d'argent, vis-à-vis de celui qui est au chômage et qui est pauvre, de penser un nouveau pilier de la protection sociale qui garantisse aux citoyens, aux travailleurs, qu'ils ne soient pas moins protégés en 2020 que leurs parents ne l'étaient, c'est-à-dire vous et moi, en 2000. Voilà, moi, l'objectif qui est le mien. C'est pour ça que je me tourne vers l'avenir. Alors, est-ce que, et je vais reconnaître, dans le détail, tout est bouclé? Non. Et parce qu'il faut en finir avec ces hommes et ces femmes qui viennent aux élections présidentielles avec la garantie que tout est bouclé du début jusqu'à la fin. Non, tout n'est pas bouclé. Pas davantage que quand on a fait la sécurité sociale en 1945 avec le Conseil national de la résistance, on avait la réponse à la virgule près à tout. Oui, moi je propose qu'il y ait un nouveau pilier à notre sécurité sociale parce que le travail change, parce que nous rentrons dans un nouveau modèle de développement et que pour cela, il faut penser les protections qui seront celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà. Et bien, sur cette dernière parole, nous allons terminer le grand jury car le temps qui nous était imparti est Merci terminé. Merci Benoît Hamon. Ce grand jury sera rediffusé cet après-midi sur LCI à 18h30. Bon après-midi à tous. Merci.